Nous sommes dans le dernier round de Regards croisés de ce soir et nous évoquons la relation diplomatique entre Lomé et Paris. Je le disais tout à l'heure, Paris a accueilli le jeudi 30 octobre dernier une conférence internationale co-organisée par la France et le Togo consacrée au retour de la paix dans la région des Grands Lacs. Alors, un grand événement qui a rassemblé beaucoup de hauts dirigeants, représentants d'organisations internationales, dont les Nations Unies. Et la rencontre a été coprésidée par le président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé, et le chef d'État français, Emmanuel Macron. Et il y avait également la présence du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et puis le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Alors ma première question, c'est de savoir quelle est la portée réelle de cette initiative conjointe entre le Togo et la France. Je veux vous donner la parole en premier, Mathieu. Merci beaucoup. Une conférence pour la paix. Et alors que je pense que nous avons beaucoup régressé. Alors, tantôt, nous disions dans une discussion tout à l'heure que nous avons l'impression que le monde est en train de retourner à l'état de nature, oui, où c'est la raison du plus fort qui compte. Donc, quand vous prenez déjà la Charte des Nations Unies, ses objectifs, vous vous rendez compte aujourd'hui que c'est un échec total. Nous n'avons pas pu construire la paix que nous avions souhaité. Et particulièrement dans le cas du Congo, nous déplorons malheureusement toujours des morts et des morts, des morts et des morts, sachant que derrière cette crise, c'est des intérêts qui se jouent. Et donc, une nouvelle conférence, c'est la routine aujourd'hui, qui ne m'étonne guère. Et pour moi, Macron est en difficulté sur le plan national. Il cherche un échappatoire sur le plan international. Le président togolais, le président du Conseil au Togo, est depuis un certain temps dans une certaine logique. Et quand nous voyons un peu la position du Togo lorsque la CEDEAO avait pris la décision d'attaquer le Mali, nous pouvons dire que c'est une logique d'éviter des conflits, d'éviter des guerres inutiles en Afrique. Et c'est d'ailleurs pourquoi le Togo et le PC s'est certainement porté volontaire pour co-organiser cette conférence et pouvoir apporter peut-être une solution à la crise que vit le Congo depuis plusieurs années. Ce sera un plus. Et comme on le dit en Afrique, trop de viande ne gâte pas la sauce. Mais est-ce que nous allons pouvoir assister à une solution concrète? Pour moi, je demeure pessimiste. Alors, je rappelle que cette région des Grands Lacs est composée généralement des 4 pays, l'RDC, le Rwanda, l'Ouganda et je pense qu'il y a un 4e pays, si je... Burundi peut-être. Ouais, l'Ouganda, le Rwanda, la RDC, et ouais, le Burundi, justement, ouais, le Burundi. Alors, quelle portée à cette conférence conjointe organisée par la France et le Togo? Je crois que c'est avant tout un sommet qui est orienté sur les questions humanitaires. Vous savez que cette crise-là, aujourd'hui, il y a 3 acteurs majeurs qui travaillent pour la résolution de cette crise. Il y a les États-Unis de Donald Trump qui ont réussi à arracher l'accord de Washington entre le Rwanda et la RDC. Il y a le Qatar qui négocie un accord entre l'armée de la RDC, le M23, et puis à la médiation de l'Union africaine qui est conduite par le président togolais, qui apporte une solution africaine à ce problème-là, parce que pendant longtemps, les grandes puissances ont tenté de régler ce problème et n'ont jamais réussi, à commencer par cette mission de l'ONU qui a fait des années en RDC au point où les populations réclamaient le départ de cette force onusienne. Donc aujourd'hui, l'Afrique revient au devant de la gestion de cette crise-là.
Et c'est ce qui justifie le choix de l'Union africaine qui a été porté sur le président togolais qui a les qualités aujourd'hui pour ce genre de mission. Parce qu'il joue d'une grande neutralité, il a une capacité d'écoute, il a sa façon d'être bien avec tout le monde, de ne pas avoir d'ennemis, de ne pas avoir d'amis, d'être un peu plus neutre. Et donc je crois que les Togolais sont surpris quand même que l'Union africaine... À l'international ou sur le plan national? Sur tous les plans. Sur le plan national et international, je crois que c'est un homme de dialogue et d'écoute. Et donc, ces qualités-là lui ont valu d'être choisies aujourd'hui. Cette crise-là est gérée avec un comité de surveillance composé de Donald Trump, composé de l'émir du Qatar et du président togolais qui en sa qualité de médiateur de l'Union africaine. Alors, aujourd'hui, la France s'intéresse à ce débat, mais veut le faire avec l'Afrique. Et celui qui représente l'Afrique dans la résolution de cette crise aujourd'hui, c'est le président togolais. Donc il n'était pas à Paris en tant que président togolais. C'est vrai que c'est le Togo et Paris, mais beaucoup plus en tant que médiateur de l'Union africaine. Et à cette rencontre, on n'en parle pas assez, mais il y a le Qatar qui était représenté, il y a les États-Unis qui étaient représentés, l'Union européenne et plusieurs autres délégations donc, étaient présentes. Mais je crois que c'était une occasion pour mobiliser des ressources pour agir sur le plan humanitaire. Et l'une des décisions, c'est un peu ce montant-là qui a été annoncé. Et puis la rouverture aussi de l'aéroport de Goma pour permettre d'acheminer l'aide humanitaire. Et donc, c'est un sommet qui vient appuyer ces trois grandes médiations-là qui sont en cours. Et la France aurait eu du mal à l'organiser toute seule sans associer l'Afrique. Et vous avez écouté le discours du président togolais qui a voulu que cette aide-là soit gérée ou coordonnée par l'Afrique, qui a également aussi dit quelque chose d'assez intéressant qu'on n'a pas l'habitude de faire en Afrique, c'est qu'il faut que l'Afrique aussi contribue à cette aide humanitaire-là. Il ne faut pas qu'on attende que ce soit les Français, les Européens et autres qui mobilisent les fonds pour aller régler une situation humanitaire assez compliquée dans cette partie de la RDC. Et puis, prendre ce discours important, c'est aussi l'économie de la guerre dont on parlait tout à l'heure. Le président togolais, médiateur de l'Union africaine, a mis l'accent sur la nécessité de rompre avec cette économie de la guerre, de faire en sorte qu'il y ait une traçabilité dans la gestion des minéraux là, et de faire en sorte que le développement des localités là soit également au rendez-vous dans la résolution de cette crise-là. Et moi, je crois que c'est un sommet qui vient apporter un peu d'eau au moulin des trois médiations dont on a parlé tantôt, américaine, qatari et de l'Union africaine. Et dans l'urgence aujourd'hui, il faut déjà s'occuper des déplacés, des populations qui sont victimes de la guerre. Et donc je crois que ce sommet avait sa raison d'être, surtout qui vient en renfort à tout ce qui est en train d'être fait maintenant. Ça va être de longues médiations, parce que comme on le dit, on ne va pas s'attendre à des miracles de la part du président Faure Gnassingbé, médiateur de l'Union africaine. On n'attendra pas aussi des miracles de la part de Donald Trump, qui est très pressé, qui a tout fait pour boucler rapidement cette histoire-là, alors que véritablement sur le terrain, il y a beaucoup de difficultés pour respecter un cessez-le-feu, pour arriver à respecter cet accord de Washington qui a été signé. Mais je crois que l'initiative conjointe de la France et du médiateur de l'Union africaine, donc du Togo, a apporté des fruits. Et la preuve à cette grande rencontre, il y a eu quand même la présence d'un des protagonistes, qui est le président Tshisekedi de la RDC, qui était là, et qui se réjouit de cette mobilisation-là. Donc on ne peut que
souhaiter que les choses évoluent dans ce sens et que le Qatar surtout puisse avancer de son côté pour trouver une entente entre les groupes armés et les forces armées de la RDC pour que cet accord de Washington soit véritablement mis en œuvre et que sur le terrain, on assiste à un cessez-le feu et que les populations déplacées progressivement retrouvent leurs terres et leurs activités. Alors Mathieu, j'ai l'impression que vous voulez réagir à quelque chose que Mathieu Germain disait. D'entrée, je disais que le problème congolais est profond. La crise congolaise est très profonde dans ce sens où il y a des intérêts cachés derrière. Et tant que ceux qui ont à gagner lorsque la guerre va persister n'auront pas manifesté cette volonté que la guerre s'arrête, la guerre ne s'arrêtera pas. Au-delà de est-ce que cette conférence de Paris n'est pas une manière de pouvoir les persuader? La conférence de Paris est salutaire dans ce sens où, sur le plan humanitaire déjà, les fonds collectés vont aider vraiment les populations en exil à quand même souffler et puis à construire des infrastructures. Mais au-delà, je pense que c'est très superficiel la solution que la conférence de Paris apporte. Et je disais que la crise est profonde dans ce sens où il y a des intérêts cachés derrière et ces gens n'ont pas intérêt à ce que la guerre finisse. Et au-delà, parfois, nos crises naissent de certains problèmes internes mal gérés. Bon, je peux parler de la mauvaise gouvernance, des frustrations accumulées des populations qui finalement prennent des armes contre leur État. Il faut que nous fassions beaucoup attention surtout à la gestion interne de nos États pour pouvoir quand même faire en sorte que la protection du citoyen puisse l'amener à être un patriote, à aimer son pays. Et donc, je souriais tout à l'heure par rapport à la réaction du doyen quand il donnait les qualités du PC le président du Conseil qui a co-organisé cette conférence. Il a le mérite, certes, de pouvoir faire économie de la guerre au continent africain. Et en dehors de cela, je voudrais bien également qu'à l'interne, sur le plan national, que ce sens d'écoute dont parle le doyen puisse prévaloir, parce que pour moi, il y a des frustrations à l'interne. C'est-à-dire sur le plan national, il y a des frustrations. Et quand je me réfère à la Bible, si vous le permettez, et Jésus conseillait aux pharisiens, si je ne me trompe pas, de pouvoir d'abord enlever la poutre qui se trouve dans leurs yeux avant de pouvoir chercher à enlever la paille. Alors, il y a aussi, je pense, une partie qui dit qu'on n'est jamais prophète chez soi. Je vois, c'est un problème. Alors, on ne va pas évoquer le Togo. Je voudrais bien que ces efforts à l'international puissent se faire. On n'est pas en train d'évoquer le Togo. C'est vrai que le sujet est lié. Ce que j'allais dire rapidement, Donald Trump a pu sceller cet accord, mais il y a des manifestations aux États-Unis tout le temps. Mais on ne peut pas dire que c'est parce qu'il n'y a pas de calme. Oui, mais moi je parle de mon souhait. Ça ne veut pas dire que, comme des gens manifestent aux États-Unis, Trump est disqualifié pour régler. Non, je n'ai pas dit qu'il est disqualifié. Mais j'ai mis ce souhait-là, que ces efforts à l'international puissent se faire ressentir également au niveau national. Il n'y a pas un seul pays où en interne ça ne bouge pas. Les gens aujourd'hui, la vie chère. C'est pas parce que partout. Non, la vie chère, non. Au Togo, nous n'allons pas souhaiter. Ce pourquoi les gens s'agitent, c'est la vie chère. Les gens ont des problèmes pour joindre les deux. Oui, et c'est au-delà de la vie chère, nous avons un problème et sur le plan juridique, si vous m'excusez. Oui, nous avons un problème. Et déjà avec la 5e République, nous avons un problème. Alors, et récemment avec les manifestations. Mathieu, je pense que je sors du... Oui, effectivement. Alors, moi, je vous remercie de pouvoir à l'international reconnaître cela. Je pense que vous avez voulu passer un message. Je pense que vous avez eu largement le temps de pouvoir déborder et de pouvoir le passer. Et vous le reconnaissez si bien, vous avez débordé. Alors, j'ai l'impression que vous insinuez que la conférence de Paris n'aura pas assez d'impact sur la résolution de la crise en RDC, dans le Grand Lac. Comme j'ai eu à le dire, cette
conférence a le mérite quand même sur le plan humanitaire d'apporter un soulagement, un certain soulagement surtout pour les populations, parce que après tout c'est elles qui en souffrent. Mais au-delà, nous avons le cessez-le-feu et nous savons qu'à tout moment elle peut être violée. La guerre non plus, pour l'instant, tant que ceux qui sont derrière, qui manipulent, n'ont pas la bonne volonté que la guerre s'arrête, elle ne va pas s'arrêter. Et nous savons tous que c'est des intérêts, donc ils n'ont pas intérêt à ce que la guerre s'arrête. Germain, vous pensez aussi que cette conférence a eu peu d'impact? Non, la conférence, déjà, son rôle, elle était orientée vers l'humanitaire. Parce que Macron n'est pas médiateur dans cette crise. Donc, le seul médiateur qui était à Paris, c'est celui de l'Union africaine. Donc, c'est destiné à apporter une solution humanitaire sur le terrain parce qu'il y a la crise qui continue. Voilà, donc on ne peut pas dire que ce sommet n'a pas été utile. Pour moi, il a atteint ses objectifs. Parce qu'il y a eu de l'argent qui a été mobilisé. Parce qu'il y a un message assez clair du médiateur de l'Union africaine qui est passé. Il faut que l'Afrique aussi contribue aux actions humanitaires sur le terrain. Il faut que l'Afrique gère cette aide-là qui a été mobilisée. Et puis il faut qu'on coupe l'économie de la guerre qui continue par alimenter les tensions. Donc on peut dire, maintenant, ce n'est pas le rôle de Paris de faire rencontrer Kagame et Tshisekedi à Paris. C'était l'idée entre Washington et puis, les États-Unis et le Qatar avaient déjà envisagé cela. Oui, non, en fait, les Américains ont déjà scellé l'accord. Ce n'est plus nécessaire de réunir Tshisekedi et Kagame pour parler de quoi que ce soit. Il y a l'accord. Maintenant, il y a un deuxième volet du règlement qui est au niveau du Qatar. Quand les groupes armés, puisque les groupes armés n'ont pas été associés à l'accord de Washington. Donc quand ça sera fait, après il y a le président Ford, le président Trump et l'émir du Qatar qui sont dans un conseil de surveillance qui va suivre l'application de cet accord. Donc aujourd'hui, l'accord n'est pas appliqué, c'est pour ça qu'il y a toujours les combats. Donc aujourd'hui, Paris, ce n'est pas pour arrêter les combats. C'est pour déjà obtenir qu'on puisse acheminer de l'aide humanitaire à travers l'aéroport de Goma. C'est pour déjà mobiliser cette aide-là. Et c'est pour, je crois que dans les prochains jours, probablement, le président du Conseil du Togo va appeler les autres Africains à apporter aussi leur aide pour la RDC. Donc, ça, c'est un avantage. Moi, je pense que ça a été un succès. Maintenant, le règlement est beaucoup plus complexe parce que ce n'est pas une crise qui date d'hier. Oui. Donald Trump a montré une énergie, une volonté et a pu faire signer un accord que les gens n'imaginaient pas que ça pourrait se faire aussi rapidement. Mais ça a été fait, sauf que pour l'appliquer encore, il faut qu'il y ait un règlement au niveau du Qatar. Après, c'est le terrain. Le terrain peut aussi être plus compliqué que ce qui est signé sur papier. Donc, je ne m'attends pas à ce que cette guerre-là s'arrête dans 6 mois ou dans 1 an. Mais je crois quand même qu'il y a un bon bout qui est tenu avec à la tête les Américains, suivi des Qataris et des Africains dans ce trio-là aujourd'hui. Et à mon avis, on va pouvoir aboutir à une résolution. Maintenant, dans quel délai ça va se faire, c'est Dieu seul qui pourra le dire. La France s'est appuyée sur l'Union africaine pour organiser ce sommet-là, sur le médiateur togolais. Et quant aux objectifs de ce sommet, moi je crois qu'ils sont atteints et que demain on veut aider la RDC. Mais sur le plan humanitaire, il y a de sérieux problèmes, il y a des besoins parce que les populations souffrent énormément. Il faut mobiliser ces moyens-là et je crois que le sommet de Paris peut être un bon ancrage pour pouvoir régler cette affaire-là. Mais après, je me dis, il y a beaucoup à faire. On attend que le Qatar fasse le miracle aussi parce que ce n'est pas évident. L'accord là, il y a la première mouture qui est préparée depuis des mois, sauf qu'il n'y a pas encore de signature. On espère que ça va se faire très prochainement. Alors, on arrive quasiment au terme de cette émission. Je vais vous donner la parole
à tour de rôle pour évoquer un sujet particulier qui vous tient à cœur. J'espère que vous n'allez pas encore revenir sur votre sujet tout à l'heure, mais bon, si vous le voulez, Mathieu Tamam, vous avez la parole. Je ne vais pas revenir sur ce sujet. Ce que je voudrais insister sur le fait que l'Afrique a vraiment besoin de la paix pour se construire. Nous avons tellement d'urgence que nos dirigeants doivent prioriser le bien-être des populations, et la paix interne de nos États, et surtout faire en sorte que nos populations ne soient pas tentées de rejoindre des organisations terroristes pour s'attaquer à nos États. Et ça passe par l'éducation de la jeunesse. Et donc, si vous devez ramener ce message au Togo, par exemple, vous direz quoi? Si je dois ramener ce message, c'est vrai que l'État a sa responsabilité, mais aujourd'hui, nous avons beaucoup d'associations de la société civile qui sont là, qui sont inactifs. Et je pense que notre contribution à nous, c'est d'éduquer la jeunesse à la participation citoyenne qui contribue au développement du pays et de déclencher des crises inutiles. Alors, je rappelle que vous êtes à la tête de l'association Génération d'Impact. J'imagine que vous avez déjà mené des initiatives de ce genre et que vous avez des projets également. Oui, nous sommes beaucoup plus dans la sensibilisation et bientôt nous serons à la prison civile de Lomé pour former les détenus en fin de peine. Et comme nous sommes à la fin de l'année également, nous aurons des conférences pour parler surtout de l'extrémisme violent et de la participation des jeunes au développement de leur commune. Alors, Jean-Marc Poli, vous avez la parole. Oui, moi je vais revenir sur le mois du consommé local. D'accord. C'est vrai qu'officiellement, le mois s'est achevé il y a quelques jours. Nous sommes en novembre, on n'est plus en octobre. Mais je crois qu'il faut toujours garder en esprit cette dynamique-là, ces réflexes-là, qui ont animé plusieurs Togolais, parce que c'est une initiative de l'UMOA, mais c'est vrai que beaucoup l'ont observé au Togo. Même si ça a été timide, il y a eu de très bonnes résolutions dans le sens de la consommation des produits locaux, et je crois qu'il faut rester dans cette dynamique-là. Nous ne pouvons pas nous enrichir si nous ne produisons pas ce que nous consommons. Et si nous ne consommons pas ce que nous produisons, je crois que l'Afrique aujourd'hui veut se développer. On n'a plus envie que les Blancs viennent piller nos richesses. On veut les transformer. Et si on les transforme, il faut déjà qu'il y ait un marché local. Ce n'est pas la peine de cibler les Suisses, par exemple, pour le chocolat ou les je ne sais qui. Il faut que nous, déjà, si demain on fait déjà Choco Togo. Oui, effectivement, il y a Choco Togo. Il faut qu'on consomme. On ne va pas dire que c'est pour les Blancs. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et les producteurs togolais sont très ingénieux. Je crois Mais en même temps, ces producteurs togolais se plaignent également du climat qui ne leur permet pas, qui ne les favorise pas de pouvoir produire en masse ou encore de pouvoir exceller dans cette production en faveur du marché togolais. Non, le peu qu'ils produisent déjà, il faut que nous les encourageons. Déjà ça, il faut un certain patriotisme. Les Togolais disent que c'est cher généralement. C'est ça. Bon, est-ce qu'ils disent où ça l'est? Pardon? Est-ce que ça l'est ou ils disent que c'est cher? Oui, ils disent que c'est cher. Oui, mais vous pensez quoi? Est-ce que ce n'est pas cher vraiment? Il y a toujours parce que le revenu est faible. Il y a toujours une classe moyenne qui peut consommer. Oui. Je comprends ceux qui gagnent le SMIC ou moins que le SMIC. Et la classe moyenne ne fait pas forcément... Si, mais elle est émergente. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on dit, l'argent circule dans ce pays. Bon, vous allez voir des gens... non, retenez ceci. Oui, j'avoue. Observez les voitures. Les séries de voitures ne font plus un an. Ouais. Observez les motos. Allez dans les banlieues voir comment les Togolais construisent. Vous voyez tous les week-ends dans les mairies comment les gens se marient. Mais c'est beaucoup d'argent. Allez dans les bars les soirs. Et pour vous, c'est des indices. Oui, mais les gens l'argent qu'ils mettent dans autre chose. Okay. Vous comprenez? On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. Non, c'est sérieux. On le dit, c'est vrai. Mais l'argent ne nous suffit pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. Moi, je crois que c'est un grand envers Dieu de dire qu'il n'y a pas d'argent. Parce que Dieu nourrit chacun. Maintenant, ce que chacun gagne ne suffit pas.
Parce qu'on a trop de besoins. Nous sommes dans une société de consommation où on nous facilite les dépenses. À tout moment, à chaque coin de rue, vous avez l'occasion de dépenser, de faire des dépenses que vous n'avez pas prévues. C'est pour ça que l'argent ne suffit pas. Mais quand vous observez le vécu des Togolais, vous voyez des jeunes le week-end sortis, les bars s'ouvrent tout le temps, les hôtels s'ouvrent tout le temps. Je ne vais pas dire autre chose qui va déranger. Bon, oui, alors. On a beau dire, ce n'est pas des étrangers qui vont dans ces coins. On croyait que nous sommes dans un paradis. Bon. Pardon? Non, on n'est pas au paradis. Non, ce que je disais, je crois qu'il ne m'a pas compris. La vie chère aux États-Unis, c'est pareil. Si vous avez des frères ou sœurs aux États-Unis, ils vous diront que c'est très difficile. De la même manière qu'on se plaint en France, c'est pareil. Il y a eu une crise internationale qui a rendu la vie chère dans tous les pays. Ça, c'est clair, c'est pas... La crise se vit à alors, dans tous on est les obligé pays, de rendre l'antenne. Tous les produits sont devenus chers. En tout cas, merci. Donc, je crois que pour revenir au consommer local, c'est vraiment important que cette génération de producteurs-là, qui est dans l'innovation, qui sont très ingénieux et qui ont mis en place des produits, parce que quand vous allez à la foire Made in Togo, vous êtes surpris de voir tous ces produits-là. Et j'invite par la même occasion les médias à rendre beaucoup plus visibles les produits togolais. Effectivement. Merci Germain Poli, directeur de publication de Togo Réveil, d'être passé dans cette émission. Pour vos analyses, vos commentaires, on a été servi. Merci pour l'invitation. Merci Mathieu Tamam, président de l'association Génération d'Impact. Merci pour vos analyses et vos commentaires également. C'est moi qui vous remercie. Et je parie que nos téléspectateurs ont été servis. Merci à l'équipe rédactionnelle et technique derrière cette émission. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie. Merci aux chers internautes. N'hésitez pas à liker cette émission et à la partager autour de vous sur notre chaîne YouTube. Dans le programme, c'est une heure d'info.